Cher monsieur, vous trouverez ci-joint l'épinglette qui me fut remise 2 semaines avant votre acte de trahison. Elle devait, et elle souligne mes 20 ans de loyaux services pour votre entreprise Bell Canada. Au nom du profit, vous, tout comme les autres hauts dirigeants de Bell, êtes prêts à provoquer de véritables hécatombes sociales pour arriver à vos fins. Sachez, monsieur, que tout empire connaît un jour sa décadence, et je suis heureuse de savoir que je ne serai plus avec vous au moment où cela se produira. Je serai avec les milliers, que dis-je, des millions d'autres qui vous auront tourné le dos. PS, je vous suggère de faire fondre cette épinglette. Cela vous permettra d'augmenter encore un peu plus vos profits. Rue de Classens, service des téléphonistes. Je suis arrivée au travail à 4 heures. Et une de mes collègues m'a dit Ruth, tu sais pas quoi? Je dis non, qu'est-ce qu'il y a? Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient rassemblés. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit on a été vendus. Je dis quoi? De quoi tu me parles? Elle dit on a été vendus. Belle nous a vendus. C'est vraiment une trahison. C'est comme si on prenait mes 20 ans, là, puis on les déchirait, puis que c'était juste c'était de la poussière, c'est plus rien. Et alors, à ce moment-là, l'employeur a dit, nous, on pense qu'on peut retrancher 30 millions de vos salaires en allant vers la compétition, qu'on veut les avoir. L'un des objectifs de la nouvelle entreprise sera d'offrir des conditions de travail et des régimes de rémunération concurrentiels, encore une fois, visant à maintenir en place des employés motivés et productifs. Comment est-ce que tu veux être motivé et productif? Ton salaire, il est coupé de moitié, tu n'as plus d'avantages sociaux, tu dois faire plus d'heures de travail. Pour Bell, on représente en fait une espèce de fardeau, un boulet attaché à leurs jambes parce qu'on a des bonnes conditions de travail. Et c'est à ça qu'ils veulent en venir, nous enlever nos conditions de travail et nous enlever notre syndicat également. Tu peux pas passer de 20 de l'heure à 10 de l'heure sans qu'il y ait des conséquences désastreuses pour des familles. Tu sais, tu as des enfants, puis c'est pas ça qu'on avait prévu, là. Moi, je suis quand même le soutien de famille parce que Daniel, il a un emploi à temps partiel. Cette année-là, l'action de Bell doublait en bourse. Partout, on assistait à ce fabuleux transfert de richesse des salariés aux actionnaires qui en exigeaient toujours plus. Plusieurs comprennent le dilemme que nous avons. Nous déplorons bien entendu les difficultés que nous avons à régler cette question-là avec nos employés, nos téléphonistes, et nous allons espérer que ce sera réglé à la table de négociation. Tous nos téléphonistes sont présentement occupés. Veuillez rappeler dans quelques minutes. Là, t'appelles, puis autant de techniciens téléphonistes, il n'y a pas de problème, t'appelles à ce numéro-là. OK. J'ai de l'air de dire, ben là, parce que c'est moi qui ai touché à Bell Canada, il faut que je revire le monde à l'envers. Mais il sera temps que ça arrête, là. On s'en va vers l'an 2000, là. Puis c'est quoi qu'on va avoir, là? C'est quoi qu'on va avoir? On s'attend à quoi de la vie, là? C'est qui, là, qui décide? C'est qui veut? Moi, c'est ça qui me rend pas. Voyons, c'est l'avenir. L'avenir, qu'est-ce qui dit? Est-ce que c'est un petit groupe d'hommes qui s'assoient et qui disent, ben voilà, nous allons donner cette direction-là à l'avenir? Voyons donc. Les idées banales aujourd'hui, c'est il n'y a que les entreprises qui augmentent la richesse d'un pays, donc donnons-leur un chèque en blanc, passons-y toute notre vie, et puis les entreprises, elles reviendront victorieuses et ça sera formidable. Non, ça ne sera pas comme ça. Notre manière de produire et le type de production qu'on cherche à avoir, ça entraîne des conséquences sur l'ensemble de la société. Et je crois que c'est absolument pas aux entreprises seules de décider du type de consommation et de production qu'on doit avoir, et de proche en proche, des conditions de travail, des revenus. C'est pas à elle de décider. Tout ça, c'est beaucoup trop important. Parce qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est un petit ensemble de personnes privées. C'est une personne qui avait des capitaux, qui les a mis, et puis ensuite avec des actionnaires. Donc c'est un petit ensemble de personnes qui vont décider de proche en proche des conditions de vie de l'ensemble d'une société. C'est absolument impossible. C'est absolument l'inverse de la démocratie. Est-ce que je travaille?
Oui, je travaille toutes les journées, mais c'est un travail qui est bénévole en fait. Je ne suis pas payé pour le faire et actuellement, je ne vis qu'avec le RMI. J'ai fait pendant très longtemps des études de marché. Et puis à un moment, j'en ai eu assez de travailler pour implanter des grandes surfaces parce que c'était tout à fait contraire à mes convictions et comment j'avais envie que les choses se fassent. Donc je suis passé sur d'autres secteurs d'activité dans les études de marché. Et puis, en m'apercevant d'une part que les rapports que je pouvais faire dormaient toujours dans les tiroirs et que sur presque toutes les études, les dés étaient pipés, j'ai arrêté de travailler simplement pour gagner du fric. On ne peut pas simplement dire non et continuer à être complice. On vit dans la terreur de perdre son petit salaire, on vit dans la terreur de perdre son petit chômage. Et en attendant, on s'empêche de vivre et de construire au profit d'une espèce de machine folle que plus personne ne contrôle. Alors arrêtons d'être hypocrites. Comment tu justifies de vivre aux dépens de la société? On n'est pas dans une société de pénurie, on est dans une société d'abondance. Aujourd'hui, c'est pas l'argent qui manque, je veux dire globalement. C'est le travail. Non, je trouve qu'au contraire qu'on devrait me remercier, me donner une prime, très sérieusement, puisque je laisse les autres aller au boulot s'ils veulent y aller. Le métier de téléphoniste avait amorcé un déclin une vingtaine d'années plus tôt, avec l'apparition des technologies de l'information. Ces technologies étaient en train de bouleverser tout le marché du travail. Pourtant, aucun débat public n'avait lieu sur la manière d'utiliser ces nouveaux gains de productivité. Qui allait en profiter et sous quelle forme? Depuis une trentaine, 3 décennies, une trentaine d'années, on est capable de plus en plus de produire une quantité considérable de biens, aussi bien en agriculture, en élevage, que dans l'industrie, que dans les différents types d'industrie, que dans les services, avec de moins en moins de gens, parce qu'on a maintenant la maîtrise de quelque chose de nouveau. On est rentré dans une situation qu'on appelle, nous, souvent la mutation informationnelle, qui, impérativement, à plus ou moins longue échéance, de 5 à 50 ans, si vous voulez, va nous amener à avoir une autre considération du temps. Est-ce que c'est la fin du travail pourtant? C'est la fin du travail salarial classique, du matin au soir, de l'adolescence à la retraite. C'est la fin de ce travail-là. L'une des choses qu'il faut bien comprendre à propos des économies capitalistes, c'est qu'elles comportent un biais qui les incite à utiliser les gains de productivité pour augmenter la production et non pour réduire le temps de travail. La croissance du marché fait augmenter les heures de travail, ce qui fait que nous utilisons ces nouvelles technologies, mais que nous travaillons toujours autant. La technologie elle-même ne détermine jamais la quantité de travail effectué dans une société. Ce qu'il faut examiner, c'est l'ensemble des incitatifs reliés au travail et aussi l'aspect consommation. Comment expliquer autrement qu'avec toutes ces nouvelles technologies, nous ayons augmenté de 5 ou 6 fois notre niveau de vie matériel et que nous travaillons de longues heures encore? Ah, samedi non plus, je ne pourrais pas rentrer. Non, dimanche non plus. Dans la nuit de dimanche, non, non. OK, Jocelyn, essaye d'en trouver un autre. OK, bien merci beaucoup. Bye. Au moins, le voiture va être appelé dans 2 jours. On est tous ici, ils vont tous nous appeler. Qu'est-ce qui vient de se passer, tu viens? Il m'a appelé en temps supplémentaire, là, pour savoir si je pouvais rentrer vendredi soir. Ben, pas vendredi soir, je travaille déjà, mais vendredi matin. Samedi, dimanche, puis dimanche dans le nuit. Puis la compagnie nous appelle régulièrement. Régulièrement, bien, pour du temps supplémentaire, la fin de semaine, la semaine. Là, c'est l'été qui commence, ça va être l'enfer. Ils font même pire que ça. Ils appellent des fois pour demander qu'ils rentrent, puis il est déjà sur le travail. Ils font ça souvent.
Pour faire des records, des fois, là, j'ai déjà fait jusqu'à 90 heures sur 2 semaines là, de temps supplémentaire. Ils coupent des emplois, donc ceux qui sont en poste doivent travailler encore plus. Ils font du temps supplémentaire, ils n'ont plus de vie. Là. Moi, j'ai la chance que Suzanne soit à la maison parce que ça serait pas vivable. Ça serait pas vivable. Elle va descendre ça. OK. Viens, Florence. Attention, Félix, ça va s'emmener. Quand Félix est né, j'ai demandé une semaine parce que Suzanne n'en avait pas personne pour venir la relever, comme on dit. Mais là, ils n'ont pas voulu me l'accorder, même si c'était mon 4e enfant. Puis là, j'ai été voir le médecin, il m'a donné un papier comme de quoi j'avais de la fatigue accumulée. Puis la SONAIF n'a pas trouvé que c'était une raison valable pour me dédommager. Là. Donc, j'ai perdu une semaine. J'ai pris une semaine à mes frais d'un sens. On fait notre possible, on va travailler à tous les jours. On travaille à l'année, là, c'est pas 3 mois. Là. Moi, je travaille, au CN, ça fait 21 ans que je travaille là. Ça fait que, il me semble que je fais ma part. La compagnie a fait 1 milliard elle prévoit de faire 1 milliard de profit. Là, c'est pas assez. Tu n'auras pas de vacances cet été, on a calculé ça. Là, puis non, on n'a qu'une relève cet été. Ça, c'est pour moi. Tu sais, c'est ma vie, là, mais ça marche pas, là. Tu dis, je vais attendre. Quand tu rentres, tu as 5 ans, 10 ans de date, tu te dis, je vais faire un bout de chemin, c'est correct, tu commences au commencement. Mais là, tu arrives au bout, puis c'est pas mieux. Tu arrives après 20 ans, c'est pas mieux. Là, tu dis, ça marche pas, la structure n'est pas faite pour le monde. La structure est encore bien moins faite pour les couples. Elle est encore bien moins faite pour les familles. Elle est encore bien moins faite pour les familles non plus, qui ont des familles nombreuses. Pourquoi tu as arrêté de faire du temps supplémentaire? Puis je pense que j'étais épuisé. Puis le fait d'arriver au bout puis de dire que c'est vrai que t'en as pas plus. Tu te crées d'autres sortes de commandes. T'sais, au lieu d'avoir un vieux char comme j'ai, bien là, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu t'embarques un paiement de char 300, 400. Tu changes les concepts un peu, là. Mais au lieu d'avoir une piscine hors terre, tout d'un coup, tu vas prendre une piscine creusée. Comment tu peux vivre sans une piscine creusée? J'ai comme fait un choix réfléchi de dire je peux en faire un 8 heures de temps en temps, mais pas plus. Ma qualité de vie de revenir chez nous voir mes enfants, voir Suzanne, être ensemble, ça a une valeur aujourd'hui. Ça a une valeur qui est plus que monétaire. Nous vivons aujourd'hui dans une société où la consommation est considérée comme une valeur extrêmement importante. C'est ce qui nous est transmis dès le berceau, en quelque sorte. Et c'est un comportement qui est renforcé de 1001 façons, qui est récompensé. Mais on peut se poser la question, le fait de posséder plus de choses améliore-t-il notre sort? Sommes-nous plus heureux, en meilleure santé physique et mentale? Ressentons-nous une plus grande satisfaction? Il y a 100 ans, quand la plupart des gens manquaient de tout et avaient de la difficulté à satisfaire leurs besoins essentiels, à se nourrir, à s'habiller et à se loger convenablement, c'est vrai que posséder plus de choses améliorait la situation. Mais nous n'en sommes plus là aujourd'hui. En tout cas, la majorité d'entre nous. Et on peut dire que de façon générale, nous avons maintenant de quoi satisfaire bien plus que nos besoins essentiels. On avait longtemps pensé que plus on produirait de richesses, plus il y en aurait à partager. Mais à cette époque, même dans les pays riches, la pauvreté augmentait. Refusant d'y voir une conséquence du système lui-même, certains pays persistaient à traiter les pauvres comme des paresseux qu'il fallait contraindre au travail pour leur propre bien. Je suis un assisté social au travail. Je travaille pour obtenir mes prestations. Je reçois de l'aide sociale depuis janvier 1997. Avant, je travaillais à mon compte. Pendant une douzaine d'années, j'ai fait toutes sortes de menus travaux. J'avais des problèmes de santé depuis plus de 20 ans, de la fatigue chronique, et je me suis affaibli au point de ne plus être capable de subvenir à mes besoins. Pendant 2 ans, j'ai tout fait pour éviter l'assistance sociale, mais à la fin, j'étais sur le point de perdre mon appartement. Alors j'ai bien été obligé de demander de l'aide. Les personnes qui reçoivent de l'aide sociale ont une obligation de réciprocité face à la société.
Et une façon pour eux d'exprimer cette réciprocité, c'est de participer à un programme d'expérience de travail où ils peuvent rendre des services à la communauté. Le maire prétend que nous ne sommes pas des travailleurs, donc que nous ne méritons pas d'être traités comme eux. Pourtant, nous faisons les mêmes tâches que les employés de la ville. Donc, nous sommes des travailleurs, quoi qu'en dise le maire. Il dit que nous n'en sommes pas parce qu'il ne veut pas nous donner les mêmes avantages sociaux, des plans de retraite, des congés de maladie, des vacances. Il ne veut pas nous donner non plus le même salaire. Nous gagnons moins de 6 000 $ par année. Nous sommes très satisfaits des résultats. Nous avons constaté une baisse importante du nombre de bénéficiaires. Plus de 500 000 personnes ont quitté l'aide sociale depuis le début du programme. Le nombre d'assistés sociaux à New York est à son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Notre maire est très fier de ses ordinateurs. Il raconte à tout le monde que la police peut se rendre n'importe où en ville en moins de 20 minutes parce qu'il a tout ce qu'il faut dans ses ordinateurs. Mais il est incapable de vous dire qui a trouvé un emploi, combien de temps ils l'ont gardé et combien ils gagnaient. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'ils sont sortis du système. Et il a raison, il a sorti 1 demi-million de personnes de l'aide sociale. Mais plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui dans la rue, dans les refuges pour itinérants, ou à la charge de leur famille. D'autres cumulent 2 ou 3 petits boulots à temps partiel et se battent pour joindre les deux bouts. Invest in yourself. Your coming here tonight is investing in yourself. It's taking a little bit of time to see to it that your rights and your position and your future change. All right? Je suis l'un des chefs du syndicat que nous avons formé. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas le travail. Nous voulons seulement être traités comme des travailleurs puisque nous accomplissons les mêmes tâches. En ce moment, nous prenons bien malgré nous la place des employés municipaux. Et aussi longtemps que nous occuperons ces postes, la ville n'embauchera personne à un salaire décent. C'est en grande partie pour cette raison d'ailleurs que le système est conçu ainsi, pour créer une pression à la baisse sur les salaires et que les entreprises privées puissent en profiter. Non. On veut juste travailler puis manger. Mais on n'a pas de violence. Ce qui me choque là-dedans, c'est qu'on en est à des conditions de travail à la baisse à cause de la mondialisation. Et moi, je trouve que c'est un non-sens quelque part. Parce que mon salaire descend, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Mon salaire descend, il me permet de faire rouler l'économie. Moi, je contribue, je suis un élément dynamique dans l'économie. Mon salaire me permet de faire des achats qui font travailler Madame X, Monsieur Y, bon, une série de personnes. Et si mon salaire est inférieur, si je subis une perte de salaire, bien, je ne contribuerai plus de la même manière au roulement de l'économie. Puis de toute façon, il n'est pas tombé du ciel, ce salaire-là. C'est un salaire qu'on a été chercher au fil des ans parce que Bell aussi faisait des profits énormes. J'ai jamais travaillé pour une entreprise, moi, qui croulait sous la misère, là. Bell, c'est un géant, non seulement dans son domaine, mais aussi au niveau des profits. C'est pas une compagnie qui va me faire pleurer. J'achèterai pas des papiers mouchoirs pour dire « Pauvre Cybelle qui est donc amochée par la concurrence ». Moi, je veux en faire de l'argent, mais j'empêche pas les autres de vivre. Moi, ce que je veux, là, c'est juste garder ma maison que j'ai acquise depuis 20 ans, qu'elle n'est pas finie de payer. Je veux juste continuer de pouvoir la garder. Si les grosses entreprises regardent vers le futur, pourquoi l'employé ne peut pas regarder vers le futur? La mode est aux méga-fusions aux États-Unis et on en a eu un autre exemple aujourd'hui. Les pétrolières Exxon et Mobil unissent leur destinée. Une bagatelle de 77 milliards de dollars américains. The mega merger of the new millennium really rocked Wall Street today. AOL and Time Warner are merging in a deal worth $164 billion. BP has confirmed it will join forces with the American company MCI in the biggest merger in British corporate history. Daimler-Benz will mit dem amerikanischen Autobauer Chrysler fusionieren. La guerre économique pour la conquête des marchés mondiaux
provoquait chaque jour de nouvelles alliances stratégiques, des prises de contrôle. Chaque jour, les riches devenaient de plus en plus riches et de plus en plus puissants. Au Canada, par exemple, dans 1 km² à Toronto, 150 à 200 personnes qui contrôlent 85% de l'activité économique du pays. M. Montier, par exemple, siège à 12 conseils d'administration. On se demande s'il a le temps de s'occuper de BCA. La moyenne là, de ces 200, 150, 200 personnes, membres des conseils d'administration, qui se cooptent ensemble. Je te nomme à mon conseil, tu me votes mon salaire. Tu me nommes à ton conseil, je te vote ton salaire. Et j'ai parlé des membres du conseil d'administration qui, l'année dernière, dans un état avancé d'ébriété économique, avaient voté un salaire de 17 millions à M. Montier. Ça n'a aucun sens. 17 millions, c'est 600 fois le salaire moyen d'un employé de Bell. C'est-à-dire qu'un employé de Bell, pour gagner le même salaire que M. Montier, devra travailler 600 ans. Parce que je m'attendais pas. Écoute, on n'a pas d'action. Ouais, hein? C'est eux autres qui les ont toutes, les actions. On l'a vu avec les résultats, même son vote. Ah oui, c'est ça. C'est eux autres qui ont beaucoup les actions. Mon petit 200 faisait bien dur dans le lot. Là. C'était comme, oh non, il faut qu'ils pensaient pouvoir changer les choses. C'est eux autres qui ont la majorité des actions. Mais je pense qu'au travers de ça, il y a peut-être d'autres actionnaires qui peuvent comprendre certains messages, puis qui peuvent dire, oui, on en veut de l'argent, mais peut-être pas tant que ça. Exactement, c'est ça. C'est qu'on n'est pas en faillite à Bell, c'est qu'ils en veulent encore plus des profits. Effectivement. À la date d'aujourd'hui, je pense qu'on est plus de 5 000, entre 5 et 6 000 CV de reçus déjà. Et on s'attend à un total, je crois, d'une vingtaine, 15 à 20 000, je pense, CV total. Et ça va ouvrir seulement l'an prochain. Oui. La compagnie Magnola produit du magnésium en l'extrayant des déchets d'amiante, ce qui, jusqu'à présent, va très bien. Mais la méthode utilisée pour extraire le magnésium utilise du chlore. Et dans le procédé d'électrolyse, le chlore dégage des organochlorés. Le problème s'appelle organochlorés, parce que c'est les polluants classés comme les plus toxiques au monde par la communauté scientifique internationale. L'information complémentaire sur le Magnola, c'est l'envers de la médaille. On s'est vraiment rendu compte que c'était une manne empoisonnée apportée chez les pauvres qui seront trop contents de prendre la manne, peu importe le poison, si on veut. Quand on promet des emplois à des gens chez qui le chômage et la pauvreté véritablement est dramatique, puis la dépopulation. Le comté de Richemont-Tabasca est le plus gros comté producteur de lait au Canada. C'est une donnée que j'avais obtenue à la Commission canadienne du lait. Est-ce qu'on peut se permettre d'intoxiquer le bassin alimentaire du Québec pour créer 350 jobs? Ils vont détruire 700 quelques entreprises. Où est la logique? Je comprends pas. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas d'ouvrage dans la région. Je comprends pas qu'il y en ait qui s'opposent à ça. C'est pas pire que la Dame-Tar à Windsor puis la Kruger à Brompton. Ça pollue autant. Bien, certainement que c'est un bon investissement. Puis il faut investir des choses. Il faut avancer le progrès. On n'arrête pas le progrès. Un peu des coordinateurs. Et les actionnaires s'attendent à un rendement de quel ordre? Le plus possible. Vous êtes juste un petit crise de pion qui marche aux dépens de l'argent. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Quand on pense qu'une seule goutte dans 600 camions-citernes peut vous déglinguer un système nerveux, c'est difficile là, de parler de quantité. Je vous souhaite une descendance en santé quand même. Souhaitez montant. OK. On calcule ce qui va être apporté comme apport économique, mais on oublie de calculer ce que ça va coûter, cet apport-là. Et souvent, ça peut coûter très cher. Dans le produit national brut, on voit seulement qu'il y a un marché pour le magnésium, peu importe tout le dégât qu'on fera en utilisant telle ou telle méthode. Produire toujours plus et à n'importe quel prix. Grâce au contrôle du temps, les entreprises avaient réussi à imposer leur propre finalité à l'ensemble de la société. Ils étaient pourtant de plus en plus nombreux à réaliser qu'une société riche n'était pas nécessairement une bonne société et que la civilisation avait plus à voir avec la manière de produire la richesse qu'avec la quantité de richesse produite. Je travaillais dans la finance, je montais des portefeuilles en valeurs immobilières, de la gestion d'actifs pour des grandes corporations immobilières. Et je ne sentais rien de revalorisant dans ce que je faisais parce que tout ce que je faisais, c'était cumuler, capitaliser de l'argent, faire de l'argent avec de l'argent. Chaque fois que je retournais au bureau, j'avais toujours encore le même feeling de ne rien faire de concret puis de ne rien faire d'utile dans la société. On volait les gens. On faisait de l'argent pour d'autres en volant d'autres, là. En tout cas, c'est comme ça que je me sentais, là. En Canadá somos 11 tostadores importadores de café de un grupo de mercado alternativo. Y cuando voy a regresar vamos a discutir porque nosotros estamos luchando para poder establecer un precio más alto. Pour nous, les coopératives, surtout les plus petites, le marché équitable est très important parce que le café est un marché où il y a beaucoup de fluctuations. Les prix montent et descendent, nous ne savons jamais à quel prix nous allons vendre notre produit. Mais avec le marché équitable, nous avons un prix garanti de 126 $ le 100 livres. Je cherchais quelque chose qui répondait à un besoin. Il y avait une demande dans les échanges de commerce équitable. Pour moi, il y avait une raison, une cause à épouser là. J'ai regardé si j'avais les moyens de la défendre. Et puis, on pensait que j'étais un idéaliste ou un fou, que j'allais m'écraser. Puis, de toutes les manières, l'équitable ou l'humanitaire n'intéresse pas les banques. Donc, moi, j'ai perdu du temps, j'ai pas pu me faire financer, puis j'ai été obligée d'investir mon argent moi-même. Moi, je suis maintenant très contente de vous recevoir parce qu'on avait un défi, montrer aux autres torréfacteurs et à l'autre face de l'industrie du café que c'est possible d'être responsable socialement, c'est possible de donner la juste part aux gens sans leur faire la charité, puis il y a toujours une possibilité de faire de profit. Je vais vous le donner, ça c'est pas comme ça. Tu n'es pas contre le profit? Je ne suis pas contre le profit, mais je dis profit jusqu'à quel point? Si tout le monde solidairement a décidé, tu sais, il y a tant, ça s'arrête là le retour sur investissement. Ne vous attendez pas à avoir plus parce que ce n'est pas humain, parce que c'est destructif. C'est ce surplus-là qui fait peut-être tant de mal, qui crée ce malaise-là, qui fait qu'on abuse des gens, qu'on abuse de la nature, qu'on abuse de l'environnement, qu'on surexploite les équipements, puis qu'on se retrouve avec le malaise général. Je crois qu'il est très très important qu'on comprenne dans quel système économique on vit, que l'on le dénonce et qu'on essaye de le transformer. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit également de le transformer. Devant l'impuissance des pouvoirs publics, des citoyens en étaient arrivés à penser des solutions en marge du système.
Ainsi, dans les villes, les campagnes, des gens se regroupaient pour s'échanger directement leur travail. Ils s'offraient mutuellement des services, des savoirs ou des biens. Ils avaient baptisé leur groupe « Système d'échanges locaux » ou SEL. C'est du don contre don et chacun est en dette, non pas vis-à-vis d'une autre personne comme dans le troc, mais vis-à-vis du groupe entier. Et chaque fois qu'il offre un service, un bien ou un savoir, cette richesse qu'il a partagée avec quelqu'un d'autre est symbolisée par une monnaie d'échange, par une unité d'échange. Ici sur Paris, c'est le piaf, par exemple. Ça fait comme un petit chèque avec une partie pour celui qui donne le service, une partie pour celui qui le reçoit et l'autre partie qu'on reçoit ici qui va à la comptabilité. Qu'est-ce qui t'a amené au SEL? Les soucis de faire quelques économies au départ, et puis je me suis vite rendu compte que c'était les rencontres qui me séduisait autant que l'occasion de faire des choses que je n'aurais pas pu me payer autrement. Voilà. Et puis aussi peut-être le goût d'un système qui serait différent, où les échanges entre les gens seraient régis par autre chose que de l'argent. Laurence est venue chez moi dans ma maison de campagne. Elle est venue m'aider et elle a travaillé pendant 7 heures avec moi. Alors on a mis ces 7 heures de côté et puis elle m'a dit bah, « Moi je vais avoir des travaux à faire Hervé, alors si tu peux venir m'aider ». En fait, c'est une espèce d'entraide qui a toujours existé depuis que le monde est monde et que la société marchande a cassé en marchandisant toutes les relations. Comme ça. Moi, j'en ai où? Tu regardes en bas? Tout ça, ça n'a pas de prix et c'est pas quantifié dans notre société moderne. Mais c'est ça qui fait tout le prix de retrouver une vie qui a un sens aussi dans les quartiers, dans des villes qui crèvent quoi, de solitude. C'est vrai qu'on crève de solitude aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à fonder le SEL? Je crois que c'est, grosso modo, pour résumer, c'est une grande colère. Je travaillais depuis 6 ans déjà sur l'insertion de chômeurs qui bénéficient du revenu minimum d'insertion en France. Les personnes étaient sans arrêt en train de me dire moi, je n'ai pas demandé le RMI. C'est très bien qu'il y ait le RMI, mais on me donne de l'argent pour me taire finalement. Parce que moi, ce que je veux, c'est un travail, une place dans cette société. J'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'ai des savoir-faire et puis c'est pas reconnu. Je voudrais avoir une place dans cette société, être utile. Ça revenait très souvent. Je voudrais être utile. Donc, on s'organise et on trouve des solutions qui peuvent montrer peut-être aussi le chemin vers une autre solidarité, vers, certains appellent notre monnaie, nos unités d'échange, monnaie solidaire. Mais pourquoi pas? Oui. C'est Alain Bertrand à l'appareil. Oui, lui dire que je pourrais me rendre donc au colloque Monnaie plurielle. En dehors de vendre sa force de travail et de récupérer la nuit, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, surtout dans une société d'abondance dans laquelle on est, parce qu'il y a une espèce de misère à l'isolement lié aux conditions de vie que l'on a, et en même temps on est dans une société qui est tellement riche, mais tellement riche. Tout le système économique et monétaire de l'époque était conçu de façon à favoriser d'abord les activités contribuant à l'accroissement du capital. Pourtant, de plus en plus de gens exprimaient le désir d'occuper leur temps à des activités contribuant d'une autre manière à la richesse commune. J'ai comme l'impression que le travail est partout dans la vie, mais qu'on a reclus son sens à emploi rémunéré, et que quand les gens ne font pas un emploi rémunéré, on dit qu'ils ne travaillent pas. Alors, on va passer ça ici. Moi, dans mon implication pour Magnola, j'ai mis des heures et des heures et des heures. On ne se rend pas compte que les implications de lutte sociale qu'auront les gens, les nouvelles solidarités qui se forment pour la qualité de la vie, pour lutter contre la pollution ou pour promouvoir des droits ou peu importe, ça
entretient une société en santé, mais c'est sous-estimé, c'est pas comptabilisé, c'est pas apprécié, ça fait pas partie de quelque chose de reconnu comme étant rentable, d'une façon très diffuse, rentable pour tout le monde. Mais comment ça se fait que tu n'as jamais eu un seul travail salarié, à temps plein, permanent, comme la plupart des gens ont ou souhaitent avoir? Bien, pour plusieurs raisons qui à un moment donné, s'étalent dans le temps, puis après ça, je chevauche aussi. Bon, d'abord, j'avais de jeunes enfants, je tenais beaucoup à les élever moi-même. Je trouvais que ça passait tellement vite que je voulais pas rater la petite enfance. Alors, ça faisait que de prendre des contrats ici et là de temps en temps, ça me permettait d'être très souvent à la maison, puis de rentrer quand même assez d'argent pour qu'on se débrouille. OK, ça venait avec une précarité puis même une pauvreté, mais d'un autre côté, ça venait aussi avec une disponibilité qui m'était aussi chère, je pense, que l'argent que j'avais pas, là. Souvent, c'est une façon de penser qui est qualifiée de paresse. Mais c'est pas du temps de paresse que je veux, c'est du temps de travail. C'est du temps pour faire autre chose. Quand je tombe mon gazon, je travaille. Si j'écris comme je souhaite le faire un jour, je travaille. Si je vois avec, comme j'aime le faire, là, à m'occuper de mon petit-fils puis l'amener voir telle exposition, il montrait ci, il montrait ça, des choses que j'aime faire, mais c'est des choses qui sont une construction de quelque chose, c'est du travail. Qu'est-ce que c'est le développement humain? C'est permettre à ses capacités, à ses facultés de se développer. Mais il n'y a pas que la capacité productrice ou consommatrice, on en a plein d'autres. Il y a plein de manières différentes de mettre le monde en valeur. On peut mettre le monde en valeur en faisant des œuvres d'art, en faisant de la science, en lisant, en parlant, en ayant de bonnes relations sociales, en améliorant nos institutions politiques et aussi en produisant des choses, mais pas seulement en produisant. Et si vous voulez, si on se met à parler de qu'est-ce que ça serait une société idéale, une bonne société, c'est celle où chaque individu a accès à toute la gamme de ses activités. 3 skraldemænd i Aarhus har regnet den ud. De tager en arbejdsløs ind, så er de 4 om jobbet. De lægger hans dagpenge sammen med deres lønninger og deler pengene. Og så skiftes de øvrigt til at holde en uge fri. Det her er ikke til at forstå, men resultatet er faktisk 1 mand mere i arbejde. Alle får fri hver 4. uge. Samfundets omkostning er den samme. Det er smart. Au travail, nous avions formé une association, le Club des éboueurs de Aarhus. C'était une association vraiment démocratique. Oui, toutes les décisions étaient prises de façon démocratique. Nous avions des réunions chaque matin avant de partir travailler. Nous discutions de différents problèmes et nous votions sur les actions à prendre. Le chômage était un sujet de discussion qui revenait souvent. C'était notre plus grave problème et comme les travailleurs des autres compagnies, nous cherchions des solutions. Notre position était que si tout le monde travaillait moins, il y aurait du travail pour tout le monde. Nous savions aussi, ça a été prouvé, que si on réduit le travail d'1 heure par semaine, ça ne crée pas d'emploi. Les gens travaillent juste plus vite. Donc, il fallait, d'après nous, réduire le temps de travail de façon significative, de plusieurs jours ou semaines. C'est alors que j'ai eu cette idée. Sur chaque équipe de travail, nous étions 3 personnes. Je me suis dit, nous pourrions ajouter 1 personne et à tour de rôle prendre 1 semaine de congé financée par l'assurance chômage. Comme la 4e personne retirait déjà de l'assurance chômage, ça ne coûterait pas un sou de plus à la société. Ça serait fantastique. Au début, quand Kim nous a parlé de son idée, nous ne l'avons pas trouvée particulièrement brillante. Nous nous sommes moqués de lui. Et nous avons dit, si tu réussis à convaincre le syndicat, la direction et quelques députés, alors nous allons t'appuyer. Il a réussi. Nous avons bien été obligés de l'appuyer. Après ça, les choses sont allées très vite.
Plusieurs stations de télévision sont débarquées le lendemain midi et ont commencé à nous filmer. La direction ne savait même pas que les journalistes avaient eu vent de l'affaire. Pour mettre en œuvre leur projet sans diminution de salaire, les éboueurs avaient eu l'idée de combiner l'assurance chômage avec un autre programme gouvernemental d'aide à l'emploi. Le modèle a été appliqué dans plusieurs entreprises au Danemark. D'abord par les chauffeurs d'autobus de Copenhague, après que la compagnie ait licencié 400 personnes suite à une rationalisation. Eux ont accepté de le faire avec l'assurance chômage seulement, donc avec 80% du salaire. Après, il y a eu les bibliothécaires de la ville, les travailleurs de l'industrie du poisson, ceux des abattoirs aussi. Quand la ministre du Travail a réalisé que le modèle devenait trop populaire, elle y a mis fin, après 13 mois. Le problème avec notre modèle, c'était justement sa popularité. Trop de monde voulait en profiter, en tout cas, c'est ce que le gouvernement craignait. Et si trop d'entreprises avaient appliqué le système, le chômage aurait disparu. Les travailleurs auraient donc été en position de demander de meilleurs salaires et ça aurait créé de l'inflation. Au Danemark, comme probablement aussi chez vous au Canada, le système a besoin du chômage pour maintenir la flexibilité de la main-d'œuvre et pousser les salaires à la baisse. Mais si le chômage est à ce point utile au système, à mon avis, on devrait bien traiter les chômeurs et non les écraser. Après qu'on ait mis fin au système, la nouvelle direction a décidé d'allonger notre semaine de travail sans nous payer en conséquence. Nous sommes allés en grève illégale et finalement, on nous a tous congédiés. Mais au fond, ce sont nos activités politiques qui dérangeaient. Après 5 semaines de grève et malgré l'immense sympathie populaire, les téléphonistes n'avaient toujours pas réussi à ébranler la compagnie. Pour acheter la paix, celle-ci se contentait d'offrir de meilleures conditions de départ à celles nombreuses qui voulaient démissionner. J'ai déjà signé. La vente se fait quand même, tout se fait quand même. J'ai l'impression que tout ce contre quoi je me suis battue, ça va quand même arriver. Je trouve ça difficile d'entrer dans la salle ici aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'aller à l'abattoir. Enfin, je vais voir ce que ça va donner. Mais c'est pas évident. Quand tu dis qu'une grosse entreprise comme Bell, qui a les reins solides et dont les employés se sont dotés d'un syndicat solide, si nous, on recule, comment on va faire pour faire reculer cette espèce d'énorme rouleau compresseur qui passe partout? C'est pas juste chez nous, là, c'est partout. Même si mon travail ne m'apportait pas de pleine satisfaction, ça répondait à un besoin, et le besoin, c'était une sécurité financière. Parce que le fait d'avoir un travail stable, ça me permettait d'avoir des activités intéressantes à l'extérieur, d'avoir du temps à moi, que je pouvais dire, bon, ben là, cette partie de journée ou cette partie de soirée, c'est à moi. Mais quand tu deviens, c'est-à-dire quand tu perds ta sécurité d'emploi, là, je ne l'ai jamais vécu, mais comment je perçois ça, c'est que ton travail devient pratiquement une obsession. Il faut toujours que tu penses, bon, ben là, je dois trouver du travail, comment je fais, blablabla. La précarité engendrait de nouvelles formes de contrôle du temps, comme s'il était impossible de dépasser le salariat sans tomber dans l'insécurité généralisée. Oui. C'est définitif que les gens sont malheureux dans ce qu'ils font, mais ils ont besoin d'avoir un revenu
Puis peu importe qui c'est qui décide combien que ça vaut dans l'analyse d'une rémunération, là, ils suivent le chemin, ils suivent le système. Ils ont peur de faire la coupure. J'ai confronté les mêmes choses. Ça m'a pris 3 ou 4 ans à réfléchir à quelque chose de... Qu'est-ce que j'allais faire de concret, qu'est-ce que j'allais faire de positif, à part de suivre le système, de me laisser aller dans le courant. Je travaille beaucoup, mais je choisis les activités que je veux faire, je coordonne comment je veux le faire, et réellement, je veux dire, le gros du travail, ça peut se faire en 4-5 heures. Le fait que je doive créer une certaine atmosphère agréable, c'est un travail, mais c'est un travail agréable. Je me retrouve comme si le dimanche, il y a des gens qui jardinent le dimanche. Fait que pour eux, c'est un hobby. Pour moi, c'est devenu un travail, mais je ne le considère plus comme un travail. Parce que, bon, premièrement, j'avais pas le temps de jardiner quand je travaillais pour une firme. Maintenant, j'ai le temps de jardiner, puis je le fais pour le travail. Et je trouve ça super, je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'on est éduqué pour être capable d'avoir du temps libre et de le gérer soi-même? Ça pose tous les problèmes. On ne peut pas plaquer le temps libéré sur une société où tout a été fait dans l'éducation et dans la vie pour la compétitivité. C'est pas la même chose, la compétitivité, que l'invention et la créativité. Donc c'est tout un état d'esprit autre qu'il faut développer et qui est très important. Ce sera le plus difficile, parce que les gens étant élevés dans l'idée de la concurrence et d'être les meilleurs, leur dire mais non, c'est pas ça qui est important dans la vie, c'est d'avoir une vie qui a un sens. Si tu avais le choix financièrement, travaillerais-tu? Non. Je travaillerais, mais je ne travaillerais pas dans le style de la pensée qu'on dit d'aller travailler. Je ferais d'autres choses, mais je ne travaillerais pas comme dans le codage qu'on a de se lever le matin pour aller travailler pour une compagnie. C'est dans ce sens-là que je me sentirais libéré. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour reposer des questions essentielles. Oui, des questions basiques. Où on va, pourquoi. Et justement, je crois qu'on peut le faire parce qu'on est des pays riches, très riches de choses matérielles. Donc qu'on peut à nouveau se demander d'abord comment on va répartir tout ça, et par ailleurs, où est-ce que maintenant on va mettre notre énergie, où sont nos projets, nos dessins, qu'est-ce qu'on cherche tous ensemble, qu'est-ce que c'est un projet de vie en commun. Il n'y a rien d'excitant à ramasser les poubelles des gens. Ce n'est pas ça qui me manque depuis qu'on nous a licenciés. Ce qui me manque, et je pense que c'est la même chose pour mes anciens collègues de travail, c'est l'aspect social, les réunions du matin, discuter, brasser des idées. Toutes les bonnes idées ne viennent pas d'en haut, et les politiciens peuvent être ébranlés par les idées qui viennent de la base de la société. Je pense qu'un mouvement populaire visant à reconquérir le temps, un mouvement qui dirait « le progrès technologique devrait être utilisé pour libérer les humains du travail, pour leur rendre leur vie et la liberté d'en faire ce qu'ils désirent », un tel mouvement ne peut être que politique, c'est-à-dire qu'il doit se prononcer contre les valeurs du marché. Il doit affirmer « Nous n'acceptons pas que le but ultime de toute activité humaine soit d'augmenter notre niveau de vie matériel. » Il doit proposer un nouvel ensemble de valeurs basées sur les notions de communauté, de famille, sur les relations entre les gens. Il doit mettre de l'avant aussi une nouvelle relation avec la nature. On ne peut plus continuer de violer et de piller la terre pour augmenter indéfiniment notre niveau de vie. Il faut développer une relation durable avec la terre. Les citoyens ordinaires doivent s'unir, que ce soit dans des syndicats, des groupes communautaires, des partis politiques, et ils doivent dire « non, nous voulons vivre autrement ». On vient d'apprendre que le gouvernement s'apprête à subventionner la compagnie Nordia, qui est la compagnie formée par Bell, suite à la mise à pied de 1300 personnes. Et le gouvernement s'apprête à les subventionner parce qu'ils font une création de 1000 emplois. Et nous, on en perd 1300 emplois. Ils ont aboli tant de postes pour créer des emplois mal payés. Exactement. Tout le monde marche main dans la main. Puis en plus, normalement, ça devrait être des PME ou quelqu'un qui en a vraiment besoin de la création d'emplois, pas des multinationales. C'est ça, effectivement.
j'ai l'impression que je vais subventionner à même mes impôts les pertes d'emploi que j'ai subies lors de mon conflit de travail. C'est pas vrai que tu peux faire ça à des gens puis qu'il n'y a pas de conséquences, c'est ça. Il y en a des conséquences, puis quand on va se réveiller, là, c'est bien beau que tous les riches deviennent très riches, mais ils font quoi avec cet argent-là? Je ne la revois pas mis nulle part au profit des hôpitaux. Je ne la vois pas, cet argent-là, qui revient. Bien, si juste les gens riches veulent rester riches entre eux autres, moi, ça veut dire que je dois vivre de l'aide sociale. C'est tout ça, quand tout le monde va être à l'aide sociale, ou même, puis à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va pouvoir la payer, c'est-tu parce que je vais vivre dans la rue que tous les riches vont être heureux? Je ne sais pas. Puis c'est pas ça que je veux comme société pour mes enfants. C'est pas pour ça que je me suis battue, puis voyons donc. Il va falloir avoir des débats au niveau politique, puis au niveau de choix de société. Ce qu'on n'a pas, je trouve, depuis un certain temps, on a été dans le partenariat, on a été dans la réorganisation du travail et on s'est fait avoir. On est les grands perdants. On est les grands perdants de ça. Et il faut revenir... C'est quoi un syndicat? C'est ça, dans le temps qu'ils se battaient, les syndicats, au début. Hein? Ouais, c'était pour socialement. C'est arrêter le travail des enfants. C'était tout ça, là, qui était... Il faut revenir à ça. Il faut faire de la sensibilisation, de l'information pour que les gens arrivent à ça. À se battre pas juste pour une convention collective, mais plus que ça. Qu'est-ce qui manque? Des fois, je me dis, je me donne le beau rôle, tu sais. Je parle, mais dans l'action, là, est-ce que j'en fais assez? J'en ai marre des grosses entreprises, j'en ai marre que ce soit toujours les mêmes qui se fassent manger la laine sur le dos, j'en ai marre qu'il y ait de l'abus comme ça. Je me dis, il doit y avoir quelque chose à faire. Puis si tu veux faire un changement, tu peux pas changer les grosses affaires, mais tu sais, la prise de conscience commence chez vous, puis là, après, ben, tu sais, ça va s'étendre, ça va faire comme des ondes dans l'eau, là, tu sais. Comment ça a commencé? Ça a commencé tout simplement un besoin de rétablir une justice dans les échanges. Au tournant du millénaire, le fatalisme qui avait marqué la fin du XXe siècle fit place à un esprit de résistance qui gagna toute la planète. La lutte contre le règne sans partage de la raison économique visa d'abord les marchés financiers qui tenaient alors les gouvernements du globe en état de chantage perpétuel. Il est certain qu'on ne va pas transformer cette économie simplement en échangeant quelques coups de main. L'action, elle doit être à la fois politique, c'est pour ça qu'on est là devant la bourse, et elle doit être quotidienne avec une implication personnelle en donnant et en recevant pour la communauté. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Le réveil de la société civile ébranla aussi l'Organisation mondiale du commerce, où l'on discutait ni plus ni moins que de la mise en marché du monde. Les maîtres de l'époque s'opposèrent bien sûr farouchement aux requêtes des citoyens qui exigeaient pourtant simplement de participer à une autre définition du progrès. Et ce qu'il faut qu'il y ait, c'est une autre mondialisation que celle de la misère, la mondialisation de la solidarité, la mondialisation des peuples qui vont entretenir la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est discuter sur la place publique de la vie en société. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est ingrat, c'est fatigant, on a autre chose à faire, mais on a des enfants qui s'en viennent. Il faut préparer le monde. On les qualifiait d'utopistes en l'an 2000. À une société qui manquait cruellement de projets, ils en proposaient un: civiliser le marché pour permettre aux individus de se réapproprier leur temps. À tous ceux-là, j'aimerais dire aujourd'hui, le 21e siècle vous a donné raison. Puissiez-vous m'entendre.